cette séquence, nous allons aborder le développement de la plante. Le développement de la plante associe croissance et différenciation d'organes. Comme on peut le voir sur cette série de photographies d'un grain de pois, le développement de la plante débute à la germination de la graine qui se caractérise par la croissance de la radicule à l'origine de la future racine. Le développement de la racine se caractérise par une croissance en longueur ainsi qu'une différenciation de certaines parties caractéristiques de la racine comme les poils absorbants. Le développement de la plante à partir de la graine se caractérise aussi par le développement de l'appareil feuillé aérien. Ce développement est soumis à l'influence de facteurs externes de l'environnement. La croissance de l'appareil feuillé en conditions lumineuses se caractérise par une tige et des feuilles bien vertes, alors que la croissance du même appareil dans l'obscurité se traduit par une longue tige étiolée pauvre en chlorophylle. On peut résumer à l'issue de ces quelques observations initiales les premiers stades du développement de la graine, marqués par une croissance et un développement de l'appareil racinaire et de l'appareil feuillé aérien, à l'origine de la différenciation des organes de la plante. Comment se caractérisent les zones de croissance de la plante et de différenciation des organes? On peut envisager que la croissance est liée à une multiplication des cellules par mitose et ou une élongation des cellules, et que l'organogénèse est liée à la différenciation de cellules spécialisées. Nous allons aborder dans un premier temps les caractéristiques de la croissance et de l'organogénèse des végétaux en commençant par le développement de la racine. On réalise à l'aide d'un feutre un marquage de la racine à intervalles réguliers afin d'identifier les zones impliquées dans la croissance en longueur ainsi que les zones de différenciation. Dans le document de droite, on observe l'évolution de la croissance racinaire au cours des 20 heures qui suivent ce marquage. On peut constater que toutes les zones ne subissent pas de croissance. Seule une partie de la racine est le siège d'une élongation. C'est donc le lieu de la croissance racinaire dont on souhaite connaître maintenant les caractéristiques. Pour cela, on va observer au microscope un apex racinaire afin de déterminer les caractéristiques cellulaires des zones de croissance et de différenciation à partir de racines d'ail en pleine croissance. On prélève l'extrémité de la racine que l'on va écraser entre lame et lamelle afin d'observer au microscope. Cette observation microscopique de l'apex racinaire permet d'identifier 3 zones différentes. Il s'agit de la coiffe, de la zone de division cellulaire et de la zone d'élongation. L'observation à plus fort grossissement de la zone de division cellulaire permet de mettre en évidence la présence de petites cellules carrées, qualifiées de cellules méristématiques, qui sont en train de se diviser par mitose identifiable grâce à la séparation des chromosomes. La zone d'élongation est quant à elle caractérisée par des cellules subissant au sens propre une élongation dont on peut clairement observer l'allongement progressif. Au-delà de la zone d'élongation apparaît une zone de différenciation avec par exemple formation de poils absorbants. Le développement de la racine associe donc des divisions cellulaires, une élongation des cellules et une différenciation. Nous allons montrer maintenant que le développement de l'appareil feuillé aérien repose sur les mêmes caractéristiques. La croissance et l'organogénèse de l'appareil aérien s'effectuent au niveau des bourgeons. Le recours au chou de Bruxelles permet d'aborder facilement le fonctionnement de ces bourgeons. Sur la photographie de gauche, on a coupé les feuilles afin de libérer les bourgeons qui se trouvent à l'aisselle. Le chou de Bruxelles correspond à un bourgeon macroscopique de très grande taille. Pour comprendre son organisation fonctionnelle, on va en réaliser une coupe longitudinale. On peut constater que ce bourgeon contient la plante en miniature. On peut en effet y repérer une petite tige ainsi que des feuilles. À l'aisselle des feuilles, on peut identifier les différents bourgeons axillaires. On peut aussi étudier les caractéristiques d'un apex caulinaire en réalisant une coupe longitudinale de l'extrémité d'une tige puis en l'observant au microscope. On y retrouve les éléments repérés dans le chou de Bruxelles, à savoir que l'apex caulinaire contient le bourgeon terminal, entouré par 2 petites feuilles. On y repère aussi les bourgeons axillaires à l'aisselle de grandes feuilles. Le développement d'une plante associe croissance et différenciation des organes à partir de méristèmes. Ce développement conduit à une organisation en phytomères. Chaque phytomère se caractérise par une alternance d'entre-nœuds et de nœuds au niveau desquels on trouve un méristème apical, des bourgeons axillaires et des feuilles en formation.
Nous allons aborder dans un second temps le contrôle de l'organogénèse. Au niveau des méristèmes, il y a production de nouvelles cellules, élongation des cellules, puis différenciation en cellules spécialisées constituant des organes. Comment s'effectue le contrôle de la croissance et de l'organogénèse? Il faut envisager l'action de phytohormones, et des facteurs du milieu doivent aussi exercer un effet, en particulier la lumière. Abordons dans un premier temps les conditions du développement de l'appareil feuillet aérien. Certains arbres montrent un développement très particulier connu sous le nom d'anémomorphose. Ces arbres se sont développés en rapport avec un facteur du milieu, le vent, qui a déterminé le phénotype du végétal, preuve que le développement de la plante est sous l'influence de facteurs externes. Dans l'expérience qui est présentée ici, on fait germer des grains de blé à proximité d'une fenêtre correspondant à une source de lumière. On s'aperçoit que la croissance du coléoptile est orientée vers la lumière, un phénomène connu sous le nom de phototropisme. On va chercher à comprendre à travers une série d'expériences comment la lumière peut avoir un effet sur la croissance orientée de la plante. Quand on éclaire l'extrémité d'un coléoptile de blé de façon homogène, on constate une croissance rectiligne, alors que si on l'éclaire d'un seul côté, le coléoptile grandit en se courbant vers la lumière, ce qui correspond à un phototropisme. Dans les expériences présentées ici, on s'intéresse au rôle de l'apex dans la croissance du coléoptile. Dans cette première expérience, la pointe du coléoptile est coupée et on peut constater que la croissance s'arrête totalement. On peut proposer que l'apex produit une phytohormone qui agit sur la croissance des cellules situées en dessous. La protection de l'apex contre la lumière permet une croissance droite sans phototropisme, ce qui montre que la distribution des phytohormones évoquées tout à l'heure, produite par l'apex, est dépendante de la lumière. Si on coupe la pointe du coléoptile et qu'on la remet en place, on constate à la fois une croissance et une courbure en direction de la lumière, de la même manière que si l'on intercale une lame de gélose perméable. Dans l'expérience suivante, on utilise une lame de mica, cette fois-ci imperméable, pour faire barrage aux phytohormones produites au niveau de l'apex. Si on place cette lame de mica du côté éclairé, la croissance se fait normalement avec un phototropisme. Les hormones n'agissent donc pas du côté du coléoptile éclairé. En revanche, si la lame de mica est placée à l'arrière et empêche le passage des hormones venant de l'apex, on constate qu'il n'y a plus de courbure. Or, la courbure du coléoptile doit être interprétée comme une croissance différentielle entre le côté à l'obscurité où la croissance est forte et le côté exposé à la lumière où la croissance est faible. Il faut donc comprendre que les phytohormones venant de l'apex stimulent la croissance des zones situées en dessous, mais que du côté éclairé, il n'y a plus d'hormones. Pour confirmer cette hypothèse, on réalise l'expérience suivante. Le coléoptile est décapité, puis sa pointe est replacée sur la pousse légèrement de côté. On constate que même soumis à un éclairage uniforme, le coléoptile grandit et se courbe à la manière d'un phototropisme. Ici, l'apex du coléoptile n'a pu produire ses hormones que d'un seul côté, celui qui se courbe. On peut résumer le contrôle de la croissance par les phytohormones de la manière suivante. L'apex collinaire est le lieu d'une synthèse de phytohormones, en particulier l'auxine. Dans des conditions d'éclairement isotropes, les phytohormones produites par l'apex sont transportées plus bas dans la zone de réponse, ce qui va entraîner une croissance homogène. Dans les conditions d'un éclairement anisotrope, le modèle admis est une redistribution dans la plante des phytohormones qui vont donc agir dans une zone de réponse à l'opposé de la lumière, ce qui entraîne un phototropisme. D'autres phytohormones existent comme les gibérellines qui assurent la croissance végétale. On peut aborder quelques aspects du mode d'action des phytohormones aux échelles cellulaires et moléculaires. La culture de cellules végétales en présence ou en absence d'auxine montre ses effets sur l'élongation des cellules. Une expérience similaire utilisant les gibérellines montre que cette hormone agit sur le déclenchement des mitoses végétales. On observe par exemple sur le graphique que dans le témoin sans gibérelline, il y a peu de mitoses contrairement aux spécimens qui ont reçu des gibérellines. Pour mettre en évidence certains aspects des effets des phytohormones à l'échelle moléculaire cette fois-ci, on peut utiliser la technique de l'électrophorèse bidirectionnelle. En utilisant un acide aminé radioactif, on peut marquer les protéines synthétisées par une cellule pendant un temps donné, en présence ou en absence d'auxine. Alors que la plupart des spots sont identiques dans le témoin et le sujet traité à l'auxine, quelques-uns n'apparaissent que chez ce dernier ou accusent une nette augmentation de taille, ce qui démontre les effets de l'auxine sur la synthèse des protéines au sein des cellules. La répartition des phytohormones dans la plante conditionne sa morphogénèse. Au printemps, on assiste au développement des bourgeons. En conditions normales, le bourgeon terminal se développe pour donner naissance à un nouveau rameau. Si on coupe l'extrémité de la branche, les bourgeons situés en dessous se développent.
La section des feuilles terminales n'entraîne pas de modification alors que la suppression du bourgeon terminal déclenche le développement des bourgeons axillaires sous-jacents. On peut donc en déduire que le bourgeon terminal exerce un contrôle sur le développement des autres bourgeons, un mécanisme connu sous le nom de dominance apicale. Ce mécanisme de dominance apicale peut être mimé par des expériences qui démontrent le rôle joué par l'auxine produite par le bourgeon terminal. Nous allons aborder maintenant le développement du système racinaire. La culture in vitro consiste à régénérer un explant végétal en plante complète, puis la multiplier par micropropagation. On étudie ici les conditions de régénération de l'explant végétal en fonction des hormones contenues dans le milieu de culture. Dans un milieu dépourvu d'auxine, l'explant ne forme pas de racines, contrairement à un milieu dans lequel il existe une concentration d'auxine en faible quantité. L'auxine est donc une hormone impliquée dans le développement du système racinaire. Cependant, on peut noter que des doses élevées d'auxine mènent à la formation d'un cal, c'est-à-dire un petit massif de cellules végétales indifférenciées. Dans cette deuxième expérience, on étudie les effets sur la phytomorphogénèse de la présence conjointe de deux hormones végétales, l'auxine et les cytokinines. On peut constater que la balance auxine-cytokinine oriente la morphogénèse vers la formation d'un cal, de racines ou d'un appareil feuillet aérien. Un déséquilibre hormonal perturbe la croissance. Pour terminer cette séquence, nous pouvons aborder sous la forme d'une remarque les conditions de la croissance orientée de la racine ou gravitropisme. L'appareil feuillet aérien possède un géotropisme négatif qui le fait pousser vers le haut et le système racinaire présente un géotropisme positif qui le fait grandir vers le bas. On s'interroge sur les facteurs qui peuvent gouverner ce géotropisme positif de la racine. On pense évidemment au rôle de la gravité. Sur cette série de photographies, on peut constater que quelle que soit l'orientation initiale de la graine, la croissance de la radicule s'effectue dans le sens de la force de gravité, ce qui vient renforcer notre hypothèse. Grâce à un dispositif expérimental approprié, on soumet une graine en cours de germination à une force centrifuge dans le but de faire varier les forces gravitaires auxquelles la graine est soumise. On peut constater que la croissance de la racine s'effectue dans le sens de la force résultante R entre la force de gravité G et la force centrifuge C, correspondant à un géotropisme positif. On peut noter au passage que la croissance de la tige s'effectue en opposition de cette force résultante R, correspondant ainsi à un géotropisme négatif. C'est une croissance différentielle qui explique la courbure liée au gravitropisme. Dans le modèle un peu complexe admis aujourd'hui, on considère que l'auxine venant de la tige et se dirigeant vers l'extrémité de la racine s'y accumule dans le sens de la pesanteur au niveau de la coiffe qui est la zone de perception de la gravité. Il s'ensuit une remontée plus importante de l'auxine avec une forte concentration dans la région basse de la racine, ce qui inhibe la croissance de la partie basse puisque l'auxine est inhibitrice de la croissance des cellules de racine à forte concentration. On observe donc une courbure vers le bas.